Bonjour tout le monde pour une nouvelle interview sur la chaîne Courtside Club. Déjà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Aujourd'hui, on reçoit un grand nom du basket français et même international avec Vincent Poirier, qui est vice-champion olympique, champion qui a gagné l'Euroleague au buzzer l'an dernier, évidemment champion d'Espagne et un gros match récemment contre les Mavericks en pré-saison, toi avec Madrid et face à Luka Doncic, grosse perf. Donc Vincent, déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et moi, je voulais rentrer dans le vif du sujet, savoir un petit peu, nous raconter comment tu t'es mis au basket et ton parcours jusqu'en pro, en fait, parce que tu as commencé à Bussy-Saint-Georges dans le 77. Exact, bah, moi j'étais un fan de foot, donc comme tous les jeunes là où j'habitais, je faisais du foot. Voilà, et pour moi c'était pour jouer avec mes potes. J'ai jamais, voilà, bon, après devenir pro quand t'es jeune, c'est un petit rêve, mais voilà, moi je jouais avec mes potes tous les jours. Et puis un jour, je suis passé en seconde, et en seconde, mes potes de seconde, eux, jouaient au basket. Du coup, on a commencé à venir me voir quand je passais parce que c'était au même endroit le foot et le basket. Du coup, on a commencé à me faire les yeux doux. Donc j'ai dit, bah écoutez, je finis l'année prochaine, je viens m'inscrire. Je me suis inscrit et voilà, après tout allait très vite parce que déjà, quand je me suis inscrit, les grandes instances du basket ont vu 2,10 m. Les autres, mais lui, il vient d'où? Vous ne le connaissez pas, donc voilà, j'ai commencé à aller à l'INSEP, à aller m'entraîner avec des entraîneurs qui étaient au pôle espoir, etc. Et rapidement, je suis allé faire des tests à Levallois. Donc je les avais joués en cas des régions, etc. Et le coach Espoir m'avait vu. Donc on avait fait des entraînements là-bas. Et bon, voilà, moi, tu sais, j'avais rien à faire. Hein. Donc j'y allais, même si c'était à 1 heure de transport, j'y allais tous les jours. Et voilà, tout au long de l'année, après, j'ai continué à y aller tous les lundis. Et à la fin, ils m'ont proposé un contrat espoir, quoi. Donc voilà, après, j'ai fait mes 3 ans d'espoir, comme la plupart des gens. Et après, je passais pro. Bon, Dans ben, les grandes lignes, c'est ça. ça marche. Et du coup, justement, pour toi, ça a été quoi les... Parce que du coup, tu as commencé un peu plus tard que beaucoup de basketteurs, on va dire. Tu as dû commencer vers 13-14 ans, quelque chose comme ça. C'était quoi les plus gros obstacles ou galères que tu as dû franchir, en fait? Euh, Bah, c'était surtout d'apprendre tout, quoi. C'était surtout d'apprendre tout, et puis assez rapidement, dans le sens où bah, j'ai rapidement vu qu'il y avait quelque chose à espérer, mais parce que j'étais grand, simplement. Donc après, il fallait quand même compenser le fait que j'ai jamais sauté, le fait que un panier, le fait que faut sauter, faut faire un double pas, toute cette coordination-là que j'avais pas parce que bah, au foot c'est pas pareil. Euh, voilà, et puis maintenant je joue avec les mains alors que je joue avec les pieds. Enfin, il y avait tout ça à apprendre en vrai parce que j'avais jamais vraiment fait de basket en dehors de prendre la balle de foot et tirer dans le panier parce qu'il y en avait un, tu vois. Mais donc voilà, après. Voilà, ça a été du travail, j'avais travaillé tout l'été. Après, voilà, on était focus sur les bases du basket premières années, quoi. Rien de bien fou, mais voilà, c'était au moins arriver avec un bagage décent et se dire, bon, ok, il s'est peut-être pas shooté, mais au moins il court, il sait faire un lay-up, il sait faire un dunk, et comprendre aussi le basket, parce que voilà, ça se comprend, c'est un jeu qui est intelligent, c'est un jeu avec des tactiques, voilà, donc fallait apprendre tout ça, quoi. Ok. Après, des grandes difficultés, bon, c'était juste le temps, en fait. Le temps qui joue un peu contre moi, dans le sens où bah, les échéances pour être pro, de la façon dont moi je le voyais, c'est-à-dire en sortant d'espoir, c'était quand même un laps de temps court pour tout apprendre, quoi. Ça fait 3 ans. Donc, voilà, c'était un peu un contre-la-montre de se dire, faut que la dernière année espoir, je sois prêt pour me dire, je peux jouer avec les pros, etc. Et pour toi, aujourd'hui, en tant que joueur pro, c'est quoi une journée type dans ton quotidien en tant que joueur du Real Madrid?
je prends mon petit déj, je vais la déposer à l'école, je vais à l'entraînement. Donc, en général, on a l'entraînement à 11 heures. Moi, j'arrive là-bas, il est 9h45, 10h. Je vais voir les kinés, je me fais un peu de veille musculaire. Bon, après, suivant les journées, c'est un match machin, mais en général, il y a une petite séance de muscu de 30 minutes avant l'entraînement, une séance vidéo, après, il y a l'entraînement, après, il y a les soins, les trucs comme ça après l'entraînement, et après, je rentre manger, et après, je fais ma journée, voilà, je cherche ma fille, je suis à la maison, quoi. Il y a pas de, on n'a pas de deuxième échéance dans la journée, on a un entraînement par jour, on enchaîne beaucoup les matchs, etc. Mais voilà, c'est une journée type. D'accord. Justement, toi, sur le terrain, c'est quoi ton move ou l'action préférée? On sait que tu shootes exter de temps en temps. Tu peux mettre évidemment des gros tomards, des belles défenses, des bons contres. C'est quoi vraiment le truc qui te fait kiffer sur le terrain? Moi, mettre des dunks sur les gens, je pense que tous les bigs, ils aiment faire ça. Tu vois. Quand tu montes au panier, il y a quelqu'un qui essaie de monter et que tu l'écrases. Voilà, c'est. J'en ai pas mal dans mes highlights. Donc, on va dire que Ouais. voilà, c'est ce que j'aime, tu vois, parce que la plupart du temps, ça va être une faute. Donc, ça t'amène à lancer derrière. Ça fait une action à 3 points. C'est comme si j'allais shooter à 3 points, mais c'est plus joli. Donc, voilà. Le contre aussi, le contre, c'est pas mal aussi. Le contre, j'aime bien. C'est plus risqué, non? Non, mais c'est comme tout, tu vas en prendre, mais bon, si tu y vas, faudrait que je fasse le ratio de combien de comptes j'ai mis et combien de dunks j'ai pris, mais je pense que je suis pas mal. Mais comment tu continues d'avoir faim, de donner toujours à fond, d'être en mode guerrier tous les jours, tous les matchs? Je dis que ma carrière est pas finie, tout simplement, et que j'ai encore plein de trucs à vivre, et que voilà, j'ai plus 30 ans, j'espère encore gagner des choses, j'espère encore des contrats, j'espère encore continuer à gagner des titres. À la fin, j'espère avoir plein de titres et pouvoir montrer ça à mes enfants et tous ceux qui viennent chez moi. Et je suis content et je suis fier de leur montrer mon petit truc avec tous les titres, les machins, tu vois. Donc voilà, c'est la plus grosse empreinte possible. Et, euh, et voilà, et puis c'est ce que j'aime faire. Je sais qu'il me reste moins d'années que ce que j'ai déjà fait. Euh, donc voilà, ça passe vite et c'est vrai qu'il y a des fois, je réalise que bah, c'est quelque chose qui va me manquer. Donc, j'essaie d'en profiter au maximum au jour le jour. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc, voilà, je veux kiffer au maximum, d'essayer de gagner plus de titres. Et c'est voilà. Et d'ailleurs, bon, tu mentionnais qu'il y avait effectivement plus d'années derrière que devant potentiellement, quoi qu'on ne sait jamais. Euh, euh, Tu prépares l'après-carrière et comment tu le prépares si tu le fais? Bah, je prépare, oui, bah, j'investis, voilà, je mets de l'argent de côté, je fais des placements parce que voilà, j'ai pas envie d'être en galère à la fin. Et, et voilà, j'essaie de toucher un peu à tout pendant que j'en ai les moyens, entre guillemets. Voilà, je suis sur plusieurs projets, j'ai plusieurs affiliations dans des trucs différents. Et voilà, donc j'essaie de trouver ma prochaine voie sans me précipiter. Mais voilà, en essayant de toucher un peu à tout, voir ce que j'aime, voir ce qui me fait kiffer, voir ce que j'aime un peu moins, ce qui marche pas. Et voilà, je le fais tranquillement, tu vois. Le but, c'est que dans 5-6 ans, voilà, j'ai trouvé à peu près ce que je voudrais faire. Et comme ça, je pense que c'est comme ça aussi que la transition se fera naturellement. En se disant, bah voilà, j'ai cette opportunité-là et il est temps de passer à autre chose. Mais voilà, j'ai pas envie de me dire, j'arrête le basket et puis je sais plus quoi faire. Et puis bon, c'est vrai que le basket, t'es dans une bulle avec des gars toute la journée, tous les jours. Et du jour au lendemain, arrêter, te retrouver tout seul. Et puis, je sais que ce soit plus pareil, je pense que ça peut être difficile. Et c'est pour ça que si tu as des projets et que tu es déjà investi dans des choses, je pense que la transition se fait plus naturellement. Et c'est ce que j'essaye de vouloir faire. Parce que je sais que ça peut être compliqué, j'y pense de temps en temps. Donc je me dis, j'ai envie de faire ça tranquille et que voilà, que le basket, ça me manque, mais que ce soit pas non plus à un point où je me sens mal. Et d'ailleurs, potentiellement, tu pourrais aussi continuer dans le basket ou apporter de différentes manières. Oui, 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 non, mais c'est pour ça, au fur et à mesure, tu sais, les opportunités, elles peuvent venir un peu de n'importe où, à n'importe quel moment. Donc,
voilà, j'essaie de faire mes trucs de mon côté, mais je sais qu'il y a des opportunités qui, par mon palmarès, par tout ce que j'ai fait, etc., peuvent arriver. Euh, donc voilà, je prépare tranquillement, mais tout en restant focus que je peux encore faire peut-être 10 ans de basket, tu vois. Donc on verra, on verra. J'ai pas envie de forcer non plus au bout d'un moment et voilà, je veux juste savoir trouver ma voie naturellement, en fait, sans que ce soit une prise de tête etc. Malgré tout, on a encore, enfin, pour toi qui passais par la NBA, on a toujours un peu la tête la NBA où on est focus basket européen 100% et on se dit voilà, c'est passé, c'est fini. Non, il y a toujours ce petit truc dans le coin de la tête, surtout quand tu fais des bonnes saisons, des bons trucs, etc., où tu te dis, ouais, c'est une possibilité. C'est une possibilité, pourquoi pas. Euh, mais bon, après, là, maintenant, bah, si demain il m'appelle, je te dirais pas non. Mais je vais pas te dire que c'est un objectif à tout prix à la fin de l'année de signer quoi. Moi, je fais mon truc. S'il m'appelle, tant mieux. S'il m'appelle pas, bah, c'est pas la fin du monde, tu vois. J'ai déjà eu l'expérience là-bas et voilà, je suis prêt à y retourner s'il m'appelle, mais s'il m'appelle pas, voilà, je sais qu'ici, j'aurai des trucs. Donc, voilà, c'est pas une obsession comme tu peux avoir quand tu es jeune, à vouloir à tout prix de faire de la NBA. Bon, voilà, ça reste dans un coin de la tête. La NBA apporte beaucoup de trucs aussi pour ton après-carrière, pour les machins comme ça. Tu sais, la NBA, c'est pas que le basket que tu vois à la télé, il y a plein de choses autour. Et oui, forcément, y retourner, c'est que tu es 23 ans ou 30 et quelques, c'est toujours intéressant en fait. Quand on parlait des opportunités et autres, toi, tu donnerais quoi comme conseil à un jeune qui veut devenir pro au basket et qui, évidemment, cible la NBA comme toi, tu as pu le faire et y être allé? Ce serait quoi ton conseil que tu pourrais leur donner? Bah, pas se précipiter, aller doucement, gravir les échelons peu à peu. Voilà, il y a beaucoup de monde qui va en NBA chaque année. Tous n'y restent pas, tu vois, il faut être prêt, il y a plein de choses, tout le monde n'est pas Victor, tout le monde n'est pas un gros prospect et aura la chance de pouvoir montrer ce qu'il sait faire. Voilà, des fois, il faut passer par d'autres étapes et c'est pas parce que tu passes par d'autres étapes que tu es moins bon ou quoi. Il y en a beaucoup qui vont à la draft, il y en a d'autres qui sont appelés après parce qu'ils ont fait une ou deux années d'Euroleague. Tu vois, il y a plusieurs façons d'aller à NBA. Après, je comprends quand tu es jeune, la draft, etc., ça soit un gros plus. Mais voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en Pro A que demain tu peux pas être en NBA. Il y a plusieurs exemples, comme Shima Moneke qui joue en Pro B et qui, 2, 3 ans après, a été en NBA. Donc voilà, faut juste prendre son temps. Chaque chose arrive quand il doit arriver. Faut pas précipiter, faut pas forcer, faut pas se voir trop beau, mais faut pas se voir trop moche non plus. Voilà, faut faire ce qu'on sait faire, travailler au quotidien et voilà, surtout, faut saisir les opportunités qui s'offrent à nous. On revient souvent quand il y a des animations, même au club de Bussy où tu as commencé, ou avec des associations du coin. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, ce lien avec bah, ton département d'origine et d'où tu viens. Ah ouais, quand même, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai eu mes premières opportunités, mes premiers potes, mon premier ballon de basket, etc. Donc voilà, je reste en contact avec le club de Bussy où j'ai fait plusieurs interventions, etc. Voilà, je pense que c'est bien aussi pour le club d'avoir mon image pour montrer la réussite, etc. Je pense que c'est, voilà, et puis c'est quelque chose que j'ai toujours clamé, que je venais de là-bas. En NBA, je portais le numéro 77. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà, c'était un petit clin d'œil, mais ouais, c'est pas que je veux être l'image du 77, mais voilà, je garde des affinités là-bas et voilà, si je peux aider des choses à c'est là-bas, je le fais, tu vois. Dans 5 à 10 ans, tu le vois comment le basket, tu vois comment son évolution? Bah, je pense qu'ils vont devoir faire des règles déjà plus adaptées parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les influences de la NBA font que les joueurs veulent de plus en plus ressembler et que tu fasses 2,25 m ou 1,80 m, tout le monde veut pouvoir shooter comme Steph, tout le monde veut pouvoir, tu vois.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, moi j'en vois plein, ils sautent, ils courent, mais c'est un enfer. Je peux pas tenir la distance. Moi, j'essaie de mettre des comptes sur des gars qui sautent comme ça. Mais ouais, va falloir. Je pense que le basket va devoir s'habituer à changer les règles, peut-être changer des choses pour que voilà, ça reste quand même intéressant de regarder. Mais c'est vrai que le côté athlétique et un peu tout, qui sait tout faire des joueurs, ça c'est bien. Ça veut dire que les générations, au fur et à mesure, sont capables de développer des skills plus que dans les années 80. Mais où ça va s'arrêter, je sais pas, parce que on en voit tout, tu vois. Victor, malheureusement, il n'y a pas que lui, tu vois. Il y a Chet Holmgren, il y a eu Bol Bol, tu vois, il y avait Porzingis avant ça. Voilà, ça arrive de plus en plus, il y en a de plus en plus. Et voilà, au bout d'un moment, nos meneurs, ils vont faire 2 m 10. Les pivots, il n'y aura plus de pivots vraiment, parce que les derniers pivots qui restent, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont disparaître, tu vois, les Jokic, les trucs comme ça. On verra. Pour l'instant, il arrive à se débrouiller. Mais s'il se Alors, retrouve plutôt pas qu'avec mal, ouais. s'il arrive et il n'y a que des victoires en face, bon, au bout d'un moment, je sais pas, on verra. Mais ouais, ça va être intéressant de voir d'ici 10 ans les générations qui arrivent et comment elles se développent et comment le basket arrive à gérer tout ça. Bon, je te remercie grandement, Vincent. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles interviews. Merci à toi, Vincent. Si, ciao.